Je m'appelle Martin et je vais traverser l'Afrique à vélo. Et sur ma route, je viens de passer 3 mois à Budapest. Je vais vous faire un résumé de tout ce qui s'est passé. Alors ça pue dans cette salle de bain, les gars, je vous jure, c'est infâme. Tu me prends une chemise ou pas du coup? Alors Martin, fais-nous un petit topo de la situation. Imaginons qu'il y ait une Hongroise ou je sais pas qui, elle aille à Paris et on lui dise que la Tour Eiffel ça n'existe pas. Eh ben, le fait qu'elle rencontre des Français comme nous et qu'on soit habillés avec des vestes Quechua, je crois qu'on brise un mythe quoi. Il faut un peu se respecter, il faut respecter les rêves des gens, tu vois. C'est un peu le sens de cette chaîne aussi, c'est que les gens aient des rêves et il faut les respecter quoi, même si c'est des mythes et que ça n'existe pas. Donc voilà, là j'ai une petite veste, mais avec mes chaussures Quechua quoi, enfin avec mes chaussures de trail. Donc bon, on va bien voir. Il y a une bonne complémentarité. Premier soir dans la ville, direct on sent l'ambiance. Un chauffeur de taxi nous avait dit « c'est le Las Vegas de l'Europe ». Franchement, je l'aurais pas mieux résumé. Effectivement, c'est le lieu de la fête et de la fête assez sale. C'est pas la petite fête étudiante avec les petites ambiances sympas. C'est plutôt le genre club de striptease et enterrement de vie de garçons de 40 ans qui viennent se bourrer la gueule tous ensemble. Là on s'approche un peu de la zone de guerre. On commence à voir quelques rescapés qui sortent. Là ça va, on n'a pas encore vu trop d'horreur. Puis là on arrive dans un bar assez sympa, le Simplak Hertz. Stan va parler à deux filles. Et en fait il se trouve que les deux filles faisaient un podcast en plein milieu d'un bar. Quand elles entendent mon histoire et que je vais jusqu'en Afrique du Sud à vélo, finalement on se met à participer au podcast. Last words? And be free and take your responsibility, even if it's hard, like. Allez, il est 7h. Petite course à pied, je vous fais visiter la ville. On va monter sur le point le plus haut. Un truc qui est absolument dingue à Budapest et qui est très très triste je trouve, c'est que si vous allez dans la Hongrie profonde, dans les campagnes, et que vous voulez vous acheter à manger, ça va vous coûter 3, 4, 5 euros, vraiment pas très cher, ça reste un pays qui est quand même assez pauvre. Et si vous allez dans le centre de Budapest, les prix sont quasiment comme à Paris, comme dans une ville française. De là, je me suis dit, mince, mais comment les Hongrois ils font pour vivre ici? Le salaire moyen il est de 800 euros je crois. La réponse est très simple, il y a très peu de Hongrois dans le centre en fait. Tout simplement, le centre de Budapest et le centre des grandes villes européennes, c'est en train de plus en plus de devenir des hubs pour tous les expats dont je fais partie. Et si vous allez dans le centre de Budapest, ça parle beaucoup plus américain, français que hongrois. Et je trouve ça absolument terrible, cette espèce de mondialisation où finalement les grandes villes sont plus que des espèces de villes musées avec des hub Airbnb pour tous les expats qui passent par là. Je vais pas m'en plaindre, j'en fais partie. Alors Martin, première expérience de la nourriture hongroise. La pâte frite là, avec la crème fraîche et je sais pas, tout ça c'est froid. Ah ouais c'est pas bon. Et toi t'en as pensé quoi Stan? Est-ce que vous vous souvenez des pâtes à churros dans les fêtes foraines? C'est comme s'ils avaient remplacé de la pâte à pizza par de la pâte à churros. Ils avaient foutu de la crème fraîche par-dessus. Avec du parmesan, mais ils ont oublié... Non, du gruyère, mais ils ont oublié de le faire fondre en fait. Donc, vous imaginez churros, crème fraîche, gruyère froid. Voilà, bienvenue en Hongrie. Faudrait demander à des Hongrois s'ils ont inventé ça sous le communisme en fait pour faire genre que, comme disait Stan, mais en fait nous aussi on a des gros et on essaie de faire le truc le plus calorique possible. Pâte frite avec la crème fraîche et puis du fromage. Mais le rendu est pas terrible quoi, niveau goût. Donc, moi je pense qu'ils ont créé ça pour concurrencer les calories de McDonald's. Ouais mais version ratée quoi. Jesus. What's up, people? How's it going? How is the food in Hungary? You mean in general? Yeah. Langosh has the sour cream, I hate Okay. it. And cherry soup and pasta with poppy seed. That's
doesn't make sense. Not a big fan of traditional Hungarian cuisine. Au Tibor, food in Hungary, la cuisine en Hongrie elle est pas bonne. Enfin c'est hyper beau. On voit l'Afrique là derrière. Moi je vois l'Afrique. Hop. Do this to me. Why we didn't go to Decathlon to buy something useful? This is useful. Non, this is not. Le principal objectif de mon arrêt à Budapest, c'était de contacter massivement des marques de vélo pour essayer de faire sponsoriser ma traversée de l'Afrique. Mais rapidement, en appelant des gens qui sont de ce milieu, qui sont des sportifs, qui sont des gens qui se sont fait sponsoriser leurs films, je me rends compte à quel point c'est difficile et c'est un cercle très fermé qui est réservé à quelques privilégiés. Comment tu faisais pour financer tes films à côté, etc. Enfin, tu te finançais tout seul? Moi, je me finançais tout seul. En fait, je faisais des conférences, je faisais des films, des livres, et je vendais mes reportages photos, quoi. Alors, moi, c'est toujours pareil. J'ai commencé il y a 20 ans, donc il y a 20 ans, c'était plus simple peut-être de se faire rémunérer. Il y a encore des chaînes télé qui achetaient des films. Enfin voilà, c'est tout un. Oui, bonjour, je m'appelle Martin en fait, et j'ai un projet de voyage à vélo en fait jusqu'en Afrique. Et en fait, voilà, je préfère ne pas généralement subventionner ce genre de pratique parce que on est très demandé sur ce genre de. Au bout de 3 semaines de démarchage, j'ai déjà contacté plus d'une centaine de marques. Je me rends compte que je commence vraiment à galérer. Je suis tout seul, j'ai pas de méthode. Ma recherche de sponsors est au point mort et je me dis que ça va vraiment pas être possible. Alors on commence à réfléchir avec Stan, qui est aussi entrepreneur, et on réfléchit à une autre stratégie, beaucoup plus basée sur une approche marketing et business. Limite, tu pourrais prendre l'exemple de Red Bull, genre qui a développé une image de marque unique en sponsorisant des athlètes de haut niveau, tu vois. C'est pas exactement ce qu'on fait, mais il y a quand même une parabole à faire. Mais honnêtement, je galère toujours parce que j'ai pas de système, pas vraiment de méthode pour contacter les marques, donc je suis toujours un peu dans le vent. En fait, j'ai l'impression de pas du tout avoir les codes. On ne pourra pas se permettre de pouvoir faire des partenariats financiers quels que soient, on va dire, les projets qu'on peut nous proposer. Mais là, coup de chance, on rencontre un mec qui s'appelle Martin aussi, qui a déjà son agence en indépendant à 19 ans. Ce Martin-là me rejoint dans un bar, totalement par hasard, il me demande ce que je fais. Et je lui dis, bah écoute, là je suis en train de galérer à faire des campagnes de sponsoring, ça marche pas. Le gars regarde et il me dit, mais tu sais que j'ai fait des campagnes pour des athlètes internationaux, pour des tennisman, etc. pour une autre agence. Il me dit, mais moi je vais te mettre en place tout ton système, ton voyage il est incroyable. Et tu vas pouvoir contacter des dizaines de marques et aussi avoir tous les process qu'on mettait en place pour contacter toutes ces marques. Et 1 à 2%. 1 à 2%. Les emails, en vrai, c'est pour ça que il faut le faire en massif. Et avec les relances? Ouais. 1 à 2%. Tu vois, là, ici, du coup, pour cela, on n'aura pas d'objet. Oui. Et celui-là, vu que ça sera en fait, on va mettre des objets, donc ça va faire à nouveau un 3e mail. Effectivement, ça m'a fait gagner un temps fou. Au lieu d'envoyer des mails un par un, j'ai pu en envoyer 50, 100 d'un coup, avoir rapidement du feedback, et ça a porté ses fruits. Bon allez, petit appel avec une marque de vélo ce matin. On va voir ce que ça donne. Un peu la pression, c'est le premier vrai appel après 1 mois de prospection, donc ça va me permettre de prendre pas mal d'informations et de hausser un peu mon niveau de connaissances sur ce secteur-là. Donc. Bon, ben trop cool, super sympa la marque. Finalement, ça s'est super bien passé avec la marque. On va voir ce que ça donne dans les prochains jours, mais donc je vous en dirai plus un petit peu plus tard. Ils sont super intéressés par le projet. En plus, on décide d'aller voir un copain à moi qui habite à Varsovie, François, qui lui en fait a la capacité à partir de n'importe quel site de trouver des numéros de téléphone et les adresses email des gens qui l'ont fait ou qui en sont propriétaires. Le mec, c'est une sorte d'agent secret des temps modernes. Où est-ce qu'on va, Stan? Messieurs, bonjour. Alors, mes derniers souvenirs, j'étais en train de manger avec Jean-Charles Courdaly. Monsieur très sympathique. J'ai dormi 1 heure et là, direction Varsovie. La boucle est bouclée, je retourne à mes origines. En Pologne. Qu'est-ce qu'on va faire à Varsovie? Bah moi je vais essayer de trouver une femme à présenter à ma grand-mère, tu vois. Vu que je vais aller issu d'une famille polonaise, je pense que ça passerait plutôt bien au dîner de famille. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire Là je sais juste qu'il est 5h du mat quoi. Et il fait pas chaud. On marche.
On va à la gare. On va voir François d'abord. Oui. Oh putain, faut qu'on chope le train. Je pense que c'est galère à contrôler. J'ai l'impression que notre train international ressemble à un métro. En avant vers de nouvelles aventures. Pardon. Genre j'ai fait 15 000 km. Bon bah on était tout contents d'avoir pris notre train au final. Ah, mec, c'est toujours mieux que de rester bloqué à Breklov. Je dois répondre de mes accusations. Il y a une petite confusion de dyslexique. Genre Varsovie s'est transformé en Cracovie. Du coup, petit changement de destination un peu à la dernière minute. C'est pas possible, ça a rien à voir les deux villes. Je pense genre... ça ressemble un peu quand même. Varsovie, Cracovie. 12 heures pour faire 800 km. Voilà. Il fait froid. Il y a Staline qui s'est réveillé du ventre de la Pologne. Est-ce que notre guide polonais nous fait une petite description du site? Du quoi, du site? Bah là on est à peu près à 200 mètres je crois. Attention, on marche. 3 mètres et quelques. Et t'as une vue panoramique sur Varsovie. C'est la tour de Staline. En fait ça a été assez mal vu parce que en 1950 il n'y avait rien à bouffer quoi, tu vois. Donc on construisait un bâtiment comme ça tu vois alors que la population elle crevait de faim quoi. Ouais. Patates. Du coup lors de l'effondrement du bloc de l'Est, s'est posé la question de si on détruit la tour ou on la garde. Okay. Parce que c'est quand même à la fois beau et ça rappelle des souvenirs un peu douloureux. Ouais. Et finalement ils ont décidé de la conserver et bon maintenant c'est un peu un acquis de la culture. On est en Pologne mais on boit du pinard. Parce que ça s'intègre pas. C'est vrai que du coup à chaque fois que je reviens en France, si tu veux, j'ai presque un reculon maintenant. Enfin, tu vois, tu dois prendre le RER, c'est le RER2, c'est ça. Mais c'est vrai qu'on fait même plus gaffe en fait. C'est pour ça le passage de Paris à la Pologne, ça a été un choc, c'est que tu te habitues à ce que c'est que la normalité. T'es complètement anesthésié de cette vie. Ça a déjà monté. Voilà, c'est beau, hein, on peut y retourner. C'est dans quelle boutique il nous a ramené François? Ah mais c'est des ouf. C'était pas le truc de la division Charlemagne ça? C'est les SS, hein. Ouais c'est les SS. Ouais. La division Charlemagne c'était en France. Ouais, je savais pas que ça. Pour 10 balles tu peux ruiner ta vie. Attends mais du coup il y a des gens qui vendent ça neuf, genre des casques avec des croix gammées dessus. Non, ça c'est pareil, c'est pas un vrai casque, attends. Mais qui a le droit de vendre ça neuf en fait? Regarde le buste là. Attends, où ça? Genre ici. Mec c'est mort, genre tu vas perdre tous tes sponsors au bout du premier film. Mais à chaque fois que je tourne la tête, genre des surprises, tu vois. Qu'est-ce que c'est? Il y a une peinture de Lénine. C'est un peu le musée des horreurs ici quand même. Ouais. Oh les gars, on reste 2 minutes de plus après. Sinon, je me souviens pas de ça. Le French Dream. Des bonnes noisettes. Il nous manque que des knackis et ça y est, on est à la maison. Là, on aurait fait les choses bien, on aurait pris des coquillettes avec du ketchup. Faut s'imaginer que l'été c'est noir de monde. Non, Genre tu te fous de ma gueule? Si. Ça c'est noir de monde. Mais genre Non. l'été. Mais attends, c'est dégueulasse, on dirait un truc de l'URSS. Non mais quand il fait au-dessus de 20 degrés, il y a tout le temps du monde. Ah, c'est l'Europe de l'Est quoi. Et là ça fait un peu décor de film d'horreur. Ouais.
On parlait avec un Français genre qui est à Varsovie depuis longtemps. Il nous disait des dingueries. Il nous disait si tu souris dans un magasin là-bas, ou quand tu rentres et tout, ils pensent que t'es homo quoi. En fait. Ouais, il a raison. Ok. Moi une fois j'avais vu, c'était trop bizarre. J'avais vu un tout petit bébé dans une poussette dans un métro. Ouais. Et je sais pas, spontanément je souris et la mère elle me regarde très très mal. Ok. Et je me suis tout de suite repris, tu vois, j'ai tout de suite repris mes réflexes parisiens et j'ai arrêté de sourire, j'ai regardé ailleurs. What? Il faut toujours être morne. Tu vois. Ok. Et ça passe très bien. Mais j'ai l'impression, tu vois, on en parlait avec Stan et ce mec, qu'en fait il y a une forme de... Ils détestent l'idéalisme quoi. La vie c'est dur, c'est comme ça, tu vois. Ce sera jamais mieux. Tu vois, il y a une forme de fatalisme chez les Russes, chez les peuples slaves. Et l'idéalisme, en fait, tu te rends compte que c'est ultra français de dire on va changer les choses, on va faire mieux, l'être humain va être mieux à cause de, ou grâce à de grandes idées, tu vois. Ici, c'est pas ça, tu vois, la vie c'est dur, point barre quoi. Tu vois, jamais tu diras I like you ou I love you, tu dis ok, enfin. Ils se le disent pas entre eux. Bah, si t'es marié, que t'es oui, peut-être. Ok. Je dis pas, mais non, tu dis pas comme ça sur un contexte assez. Bon, on peut te le pardonner si t'es étranger, tu vois. T'as pas les codes, comme dirait l'autre. Pourquoi toi t'aimes cet aspect-là de la vie en Pologne? C'est une vraie question ça. Que les gens soient comme ça. L'austérité. Ouais. Je pense que je suis un peu comme ça de base. Enfin, même si ici c'est un autre niveau. J'ai toujours préféré la franchise qui a une hypocrisie. Ok. Parce que j'avais habité, je crois que c'était dans un semestre à l'étranger, en tant qu'Erasmus, tu sais, le programme Erasmus, aux États-Unis. Ouais. Et c'est vrai que j'ai essayé de m'adapter, mais c'est très ouvert d'esprit, mais un peu faux en même temps. Ouais. C'est-à-dire, le mec va te donner son téléphone en 33 secondes, mais tu vois dans ses yeux qu'il faut pas que tu l'appelles, sinon tu vas le saouler. Ouais. Et je pense que tu as à peu près ce même constat. Ok. Alors qu'on en parlait, c'est qu'en Pologne, si on t'aime pas, on te le fera comprendre. Par contre, si un Polonais te sourit et qu'il est chaleureux avec toi, tu sais que c'est pour de vrai. Ouais. Et je préfère ce type de relation, je pense. On se prépare pour une interview. Donc j'ai jamais fait ça de ma vie. Interview de moi du coup. Moi ça doit être la première fois que je crois que je fais une interview aussi sur les voyages, donc ça va être assez sympathique. Où est-ce qu'on va, monsieur Stanislas? Cracovie. Là on est dans un endroit, ça fait très Europe de l'Est là quand même. Ouais. Avec les petits bus de l'URSS. Photo. Bon Stan, on l'a pas fait. Petit retour d'expérience sur Varsovie. C'est lourd Varsovie. C'est juste dommage la météo, mais j'ai adoré la ville. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé, Martin? Génial. Mais ouais, on n'a pas pu sortir dehors. Ce qui est fort dommage quand même. Ouais. Parce qu'avec les meufs, Faudrait y retourner en été. ouais. Tu sais, quand j'y étais passé en été, je me disais, oh putain, si j'étais pas en couple, oh là là. Et des pays comme ça, c'est pas bien de voyager quand t'es en couple. Ouais. Ou alors faut voyager avec sa copine quoi. Les gars, dans les destinations où il faut pas aller si vous êtes en couple, pour moi il y a Varsovie, Rome et alors le top du top où il faut surtout pas aller, Stan confirmera, c'est Erevan en Arménie. Ah ouais. Je sais pas comment ils se sont démerdés là-bas pour avoir autant de femmes qui sont magnifiques, mais là-bas il faut pas y aller. Il faut vraiment pas y aller. Mais oui, l'Arménie c'est au-dessus de tout, mais l'avantage en Arménie, c'est que c'est des structures tellement traditionnelles que je t'ose pas y aller en fait. Si tu vas leur parler, tu risques d'avoir 4 Arméniens ultra vénères qui veulent te découper en morceaux, qui font du MMA, voilà, qui s'entraînent depuis 10 ans à reconquérir le Haut-Karabakh, tu vois. Non mais sans déconner, ça fait quelques années que je voyage et à chaque fois que j'ai des voyageurs, des mecs qui ont vraiment voyagé, et peu importe du pays où ils viennent, Iran, France et tout, ils me disent putain, si tu voyages et que tu peux rencontrer des Arméniennes, mec, mets-toi avec, elles sont super belles et je sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça vient. C'est un peu le boss final des femmes. Je sais pas d'où ça vient. Pays plein de mystères. C'est un très vieux peuple, tu vois, ça a 3000 ans. Ils se revendiquent comme les descendants de Noé, mais dans le sens ils sont pris quand même très très cher, tu vois. Ouais. Et même aujourd'hui, ils en payent encore les conséquences. Tu sais, on dit que tu regardes dans les yeux d'une Arménienne, tu peux ressentir au fond d'elle la tristesse de son histoire. Mais je suis assez d'accord. Film.
Tu vas voir, plus on va s'avancer, plus ça va être beau. Ah ouais, ça peut être pas mal, on va goûter ça. Putain, qu'est-ce qu'ils nous ont fait avec nos croissants, Stan? Je sais pas, on va respecter ça. Mais à côté, un bon shot de dopamine grâce au sucre, je dis pas non, tu vois. Eh les gars, 8 balles de croissant pour une contrefaçon en Pologne en plus. Bon allez, on s'en va de Cracovie, on part à Prague aujourd'hui, faire un petit tour. Dernière ville à mon avis, et puis après, rentrer à Budapest. Alors comment on interprète une courbe de... Bon voilà, j'ai la chance et l'honneur d'avoir le loup de Wall Street en face de moi qui revient du boulot. Ah putain, t'as plus ton costard en plus. Ah je viens dommage. de me changer, Demain on refera un plan. Uniquement au travail et dès que je rentre... Bon allez, c'est parti, je repars de Prague. Magnifique ville, je pense la plus belle que j'ai fait par rapport à l'Europe. Donc franchement, je suis assez content de cette ville, c'est vraiment très très beau. Mauvaise nouvelle, c'est que la marque avec laquelle ça devait se faire pour le sponsorship vélo, ça va a priori pas se faire. Donc c'est vraiment pas une bonne nouvelle, sachant qu'on avait vraiment un ADN commun quoi. Donc ça aurait été intéressant de bosser avec eux je pense, mais voilà. Pour des raisons différentes, ça va pas pouvoir se faire. Donc à un mois du départ, bah, pour l'instant, toujours pas de marque, donc ouais. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Et puis on rentre à Budapest quoi. C'est parti. Alors Martin, comment se passe ta vie actuellement? Bah c'est un peu la merde là. C'est un peu la merde. L'accord avec la marque de vélo, ça s'est pas fait. Et là, visiblement je suis en train de perdre ma cliente que j'avais donc pour vivre. Donc là le voyage en Afrique il est assez compromis. C'est un peu... je sais pas si je vais devoir retourner en France, retravailler derrière un bar. Donc ouais. Après c'est pas non plus la fin du monde. Déjà je sais où je veux aller, ce qui est pas mal. Donc après même si ça prend un peu plus de temps, sans rire là c'est un peu compliqué. Et c'est un peu compliqué. Du coup ça va être quoi le plan pour rebondir Bah on sait pas encore. On sait pas encore. Peut-être qu'il va falloir demander à Jean-Charles. Jean-Charles, notre sauveur. Ouais, qui a peut-être un petit peu plus de maturité là-dessus que nous. Donc je pense que ça me paraît être une bonne idée en tout cas, de lui demander conseil. C'est un peu, on va dire, tu vois, c'est un peu le Gandalf, peut-être du voyage, tu vois. Jean-Charles, c'est un entrepreneur que j'ai rencontré dans la rue, et c'est une référence de l'entrepreneuriat français, et c'est aussi un écrivain. Il a écrit un livre qui mêle philosophie au développement personnel. D'ailleurs, je vous mettrai le lien en description, parce que il est d'utilité publique. Je l'avais reconnu dans un podcast que j'avais vu, et donc je suis allé le voir dans la rue en mode, écoute, je t'ai vu dans un podcast, j'adore ce que tu fais, et puis on a bien sympathisé, quoi. Faut dire que la vodka de Mytho a le pouvoir magique de souder les âmes. Bon, la santé de C'est Mytho. pour Zorba et pour Mytho là. Ouais, pour Mytho surtout. Pour Mytho, ouais. Mytho. Santé monsieur. Santé. Santé. Oh là là. Ah c'est bon. Il y a que moi qui est un peu... Mais on parle plus avec Jean-Charles. Oh ça va ouais. Quand j'ai rencontré Mytho en allant en Iran, il y avait son neveu en fait qui s'appelle Peter, qui parle français, et en fait qui est en France à Annecy. Et il y a une tradition qui est trop drôle là-bas, c'est que quand tu te maries, donc il s'est marié dans le village à Desk machin, avec sa femme française, ils ont ramené tous les potes français, et quand tu te maries là-bas, tu t'arrêtes à chaque coin de rue, le marié doit faire une danse, et évidemment après chaque danse, là il s'en met une, et il est arrivé à l'église, son frère était obligé de le tenir et son témoin par le bras, et lui souffler à l'oreille, ouais c'est là que tu dois dire oui, enfin c'est quoi déjà la phrase, oui je le veux, tu vois, je veux dire oui tu vois. C'était vraiment incroyable de faire sa connaissance parce que je pense que j'obtenais l'une des premières réponses à mon voyage, que je me suis lancé aussi là-dedans pour obtenir des réponses un peu sur la vie et sur le sens que je pouvais donner à la mienne. Et une des grandes questions que je me posais, c'est est-ce qu'on peut réussir et être profond? Est-ce qu'on peut être philosophe et successful? Est-ce qu'on peut chercher et réussir en même temps? Mais avec Jean-Charles, j'ai vu quelqu'un qui pouvait être successful,
parlait librement d'argent et parlait de philosophie. Il rentrait vraiment dans aucune case. Ni l'entrepreneur vivant à Dubaï qui valorise juste l'argent, les femmes et qui vit dans une sorte de termitière, ni le philosophe de France Inter qui parle du monde sans jamais être sorti de son université. Henri David Thoreau, donc c'est un philosophe américain de la fin du 19e qui est connu notamment pour avoir vécu 2 ans en forêt, donc à Walden, dans le Massachusetts, et qui lui en fait était donc un philosophe qui observait qu'il y avait une industrialisation de la société, donc la révolution industrielle, et une mécanisation du coup des comportements et dans la consommation. Et du coup il s'est dit, je vais vous montrer qu'on peut vivre autrement qu'en allant à l'usine et en travaillant 6 jours sur 7, parce qu'à l'époque il travaillait 6 jours sur 7, pas 5 jours sur 7. Et lui il a fait l'inverse, il a pris le peu d'argent qu'il avait, il a construit sa propre cabane, il allait vivre 2 ans et demi en périphérie, donc il n'était pas en autarcie, mais il était en périphérie de la ville où il habitait, Walden. Et du coup, le désespoir silencieux des hommes, c'est tout simplement dire, c'est exactement ce que je disais sur le French Dream aussi, c'est l'idée que les gens ne se plaignent pas, les gens acceptent leur destin, leur situation, et en fait, tout simplement, vont baisser la tête, continuer à vivre leur vie. On va le voir, je sais pas, les gens qui se plaignent à la Défense à Paris ou dans n'importe quel, ce que David Garber appelle les bullshit jobs. Voilà, on a la génération des bullshit jobs, du tertiaire, encore pire que peut-être même pire que l'industrialisation. Donc c'est ça le désespoir silencieux. Et je pense que Thoreau, il verrait le 21e siècle et il se dirait c'est encore pire qu'avant, quoi. Parce qu'au moins avant on utilisait notre corps, maintenant on fait des spreadsheets. Des Google Sheets. Ouais, des Google Sheets, ouais. Ça va, la vodka te tombe dessus? La vodka me tombe dessus, je suis en plein dedans. Le truc principal, c'est l'écoute, tu vois, c'est l'écoute de la phase de vie dans laquelle tu te trouves actuellement, des projets, de la situation qui est autour de toi, comment tu peux en tirer le mieux parti possible, qu'est-ce qui est au fond de toi, qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire. Et être dans l'écoute de cette danse avec la vie, avec la situation, et puis du mieux possible t'immerger dedans et accepter d'être vulnérable et d'essayer des trucs avec la vulnérabilité de dire ça va peut-être pas marcher, ça va peut-être mais au moins t'as été au fond de toi, t'as été à l'écoute de ce qu'il y avait là et t'as fait de ton mieux et voilà quoi. Parce qu'au final, en fait, t'as beau retourner avec ton mental tous les concepts, toutes les manières de vivre, toutes les philosophies de vie dans tous les sens, tout reste vrai mais partiel quoi. En fait, j'ai pas posé tellement de questions à Jean-Charles parce que, au fond, il y avait un tel écart de niveau sur l'aspect entrepreneurial entre nous. Même si j'avais posé les questions, j'aurais pas vraiment eu la capacité intellectuelle de les saisir totalement. Il y a une vraie différence entre comprendre conceptuellement ce qu'on te dit et vraiment l'intégrer d'un point de vue intérieur. Et donc, avec ce genre de personnes, quand il y a un tel écart de niveau, j'essaie un peu de saisir l'énergie, la manière d'être de cette personne pour essayer de comprendre de plus en plus. En fait, le seul conseil qui m'a un peu donné en filigrane pour essayer de trouver des sponsors, c'était, écoute, utilise pas trop de techniques marketing, ta démarche de voyage elle est pure, reste pure dans ton approche. Et au lieu de jouer sur l'aspect bénéfice business, essaie de jouer plutôt sur te mettre en valeur toi, ton histoire et ce qui fait que t'y vas. Et vous allez voir que j'aurais plus dû l'écouter. En parallèle de toutes ces aventures, je travaille aussi beaucoup pour essayer de médiatiser le voyage. Bon allez, ce soir on passe dans un petit podcast. Allô la planète. Donc on va bien voir ce que ça donne. Tout de suite, on retrouve Martin, jeune cyclo-voyageur, mais déjà grand voyageur à vélo. Salut Martin. Bon, ça va. Eh ben écoute, ça va. Et toi, comment vas-tu? Où tu te trouves? Écoute, actuellement là je suis à Budapest, tu vois. Donc je suis au chaud, parce qu'il fait pas chaud en ce moment en Europe de l'Est, donc c'est plutôt appréciable. Pour l'anecdote, maintenant je peux raconter parce qu'il y a un peu prescription par rapport au Covid depuis ce qui s'est Ça va, passé. vas-y. Non, en fait, le début de l'histoire, elle est très drôle. En fait, je devais avoir 20 ans et je vivais à Paris. En fait, je faisais mes études à la Sorbonne et puis en fait, je crois que j'avais pas été pris directement en master, donc j'étais un peu dans cette période-là en septembre où c'était un petit peu compliqué niveau études. Et c'était le 2e confinement, donc c'était très lourd, surtout à Paris dans 10 mètres carrés. Je me rappelle, en fait, je sors pour une balade, j'ai le masque sous le nez, je me fais arrêter par un groupe de policiers, je prends une amende à 135 € et ça a été un peu le début de tout. Allez, il est 7h du matin, il fait pas chaud. Donc la petite séance de street dehors à 7h du mat. J'aime bien ça parce que il n'y a pas grand chose. Enfin, on a l'impression d'avoir de l'avance quand tu fais
une petite session à 7h du mat comme ça. J'aime bien ces petites séances de street parce que ça permet de bien se renforcer, pas que physiquement mais aussi mentalement quand il fait 3 degrés comme ça. Parfois il y a des SDF dehors, des cracos qui sont un peu autour. Et donc naturellement dans ce genre d'environnement ça renforce aussi bien physiquement mais aussi mentalement. Et donc moi ça m'intéresse beaucoup plus dans ce que je veux faire. Surtout que mon but c'est pas du tout de prendre de la masse en fait. Là je suis juste en train d'anticiper un petit peu le fait que il risque d'y avoir des grosses phases de poussage de vélo, donc il faut que je sois un petit peu costaud aussi au niveau du haut du corps, en tout cas pas complètement nul, et sans prendre de masse. Maintenant à la question qu'on me pose souvent, est-ce qu'il y a besoin d'être préparé physiquement pour faire un voyage à vélo? Bah en fait tout dépend du voyage à vélo. Si vous faites les bords de Loire à vélo, pas du tout. Il faut juste adapter le nombre de kilomètres à la distance que vous êtes capable de faire. Si par exemple vous n'avez jamais fait de vélo, 50 km c'est déjà pas mal. Maintenant si vous allez faire un voyage en Afrique ou dans ce genre de pays, moi je dirais que oui, parce que en fait c'est du voyage à vélo mais ça n'a plus rien à voir avec du voyage à vélo quand vous êtes dans ces pays là, dans le sens où vous avez des conditions de stress qui sont élevées parce que y a plein de choses que vous connaissez pas à propos de ces pays. Ça demande une capacité adaptative au corps et à l'esprit qui est très très grande. Et si déjà vous souffrez à mort physiquement et qu'en plus vous avez ce stress, ça peut faire très très mal au bout de 4 jours, ça peut tomber en virus ou en maladie parce que le corps a plus les moyens de se défendre, il subit trop de stress, trop d'attaques en même temps en fait, que ce soit physiquement ou mentalement. Et donc pour moi le minimum c'est d'être prêt physiquement quand on va dans ce genre de pays, parce que au moins c'est un problème dont on n'a plus à se soucier. On peut se concentrer sur le pays. Quand on est en Iran, en Turquie ou dans des pays africains, il y a tellement de paramètres à prendre en compte qu'on n'a pas pris en compte au départ parce qu'on ne connaît pas ces pays, que du coup il faut se préparer physiquement selon moi. Et puis après bien sûr ça va dépendre aussi de facteurs propre à votre voyage. Est-ce que vous êtes seul ou à deux? Si vous êtes à deux, forcément, c'est plus simple de gérer ces moments de petites tensions, d'adaptation. Par exemple, un gros facteur améliorant quand on est à deux, selon moi, c'est vraiment le fait que on puisse mieux se reposer la nuit. Quand on est tout seul en bivouac, surtout dans des pays étrangers, on a tendance à être aux aguets. Ça, plus les kilomètres, plus parfois des choses, des imprévus, des gros imprévus, qui vont faire monter un peu le niveau de stress. Si en plus vous êtes éclaté au bout de 30 km parce que pas du tout la condition physique, c'est un peu dur à gérer. On est dimanche 8 décembre et il y a un abonné qui vient de m'envoyer un message qui m'a reconnu sur YouTube et il m'a dit viens on va se baigner dans le Danube. Il s'appelle Tibor. Je le connais pas beaucoup mais je trouvais que l'idée avait l'air vraiment sympa. En tout cas ça se refuse pas un défi comme ça. Et donc on va y aller et puis on va bien voir hein. Là, la température extérieure est de 2 degrés à peu près. Donc à mon avis, température de l'eau autour des 5 degrés, donc ça va être bien sympa. On va monter à quelques kilomètres de la capitale, Budapest, et on va aller se baigner dans une eau à, je sais pas, il faudra qu'on regarde, 3-4 degrés je pense. Et puis bon, il fait super froid, je pense qu'il doit faire 3-4 degrés, ouais. Et donc l'eau est moins. Mais la question c'est, est-ce que c'est une tradition hongroise? Pas du tout. Pas du tout. C'est juste toi qui es un peu cinglé, tu vois, tu t'es dit tiens vas-y je vais le proposer à Martin. Je l'ai dit. En vrai t'as bien fait parce que tu vois, je pense que j'aurais pas pu avoir une meilleure idée pour m'inviter, tu vois, ce genre de truc. Du coup, non c'est pas du tout une tradition. Je pense que je suis tombé amoureux de la tradition suédoise-norvégienne quand je suis allé faire mon tour à vélo. Ah ouais d'accord. Danube, ça. Voilà, bon. Voilà. 4 degrés, c'est officiel. Et il fait. C'est russe. C'est costaud, très très costaud. Ça n'a pas déraillé. Ça fait son poids. Ah ouais. Ma mère, elle prenait le même quand elle était venue avec ses parents ici. Mais dans les quelles années? Les années 80, 80, 80, 90.
Je t'emmène, je sais même pas où. Ouais, c'est là. C'est parti. C'est vraiment des quartiers pauvres. Mais... On est en pleine Union soviétique là. ouais, mon gars. Non, y'a pas de crainte, on est dans les pays de l'Est. À part un chien peut-être. En été c'est un peu plus sexy. Ah oui, on va descendre là. Ouais, on va descendre. Il faut juste trouver le spot. Et je parlais d'un ponton pour s'accrocher, mais il n'y a pas tant de courant. Là, il n'y a pas de courant. Non, ça va, faut pas aller trop dedans. Enfin, au milieu là. Mais là, non, c'est bon, il n'y a pas trop de vagues, c'est tranquille. C'est nickel. Deux personnes essaient de se suicider. 2 francophones. 2 degrés. Ah putain, moi je le sens pas. Je le sens pas du tout. Faut pas réfléchir. Oh là là. Ouais, c'est même pas qu'elle est froide là, c'est que j'ai jamais touché une eau aussi froide. Ah, il y a un mec là-bas, il se dit ils sont fous là. Première de chien. Je t'ai dit, ça va être les seuls témoins si on meurt. Bon bah voilà, on peut discuter encore genre 10-15 minutes comme tu veux, mais à un moment donné il faudrait y aller quoi. Ouais, faut y aller. Petit échauffement. Les cinglés. C'est vraiment les deux. Bon allez, parti hein. Ah, tu vas avec un truc? Ouais. Ah, c'est le moment où il faut assumer quoi. Allez go. T'inquiète, après viens, vas-y, après tu passes un cap où tu sens plus rien. Tout de suite ton mental. Vas-y, faut t'entraîner pour l'Afrique. Après 1 minute, tu sens plus rien. Tu fais des grandes respirations. Ah, je dois sortir. Ah, vas-y, sors. Ah. Attends, je sais pas si je peux réussir à rentrer. Ne force pas, hein. C'est la première fois. Tu as 2 minutes. Fameux. Ouais, là je sens plus rien là. Allez, bien joué. C'est chaud. Ah, moi j'ai limite fait une crise, genre je me suis dit, oh, qu'est-ce qui se passe? J'ai eu peur un peu, hein. Je te cache pas. Mais ouais, t'as cette impression de... Tu rentres, t'as ton corps normal, basique, et Ouais. puis tu rentres dans l'eau, là tu souffres à mort, et tu ressors, et ton corps on dirait qu'il est neuf quoi. On dirait qu'il est... voilà, il a rajeuni. Bon Tibor, qu'est-ce qu'on fait là? Là on rentre de la baignade. L'ambiance était un petit peu différente juste avant quand elle est venue. Hein. Ah là, je suis au bout de ma vie là. Mon corps il essaie de se réchauffer. Oh. Bon là du coup au retour, on est obligé de courir tellement là, mes pieds là c'est de la glace là. Mes pieds c'est de la glace. On peut pas faire autrement. Hein. Bon du coup retour d'expérience sur ce premier bain froid de ma vie. Ouais. Franchement, alors infernal. Franchement les 15 premières secondes, j'ai eu l'impression que j'allais m'évanouir ou je contrôlais plus rien. Donc j'ai eu vraiment un peu peur. J'ai dû rester 15-30 secondes, je suis sorti. Après je me suis réchauffé un peu avec la serviette. Et puis je suis rentré une deuxième fois. J'étais plus à l'aise. Mais c'est là que t'as fait fort. C'est-à-dire que t'es rentré, tu t'es pris un gros coup, ouais. Genre une grosse baffe et après t'es quand même revenu. Bah, j'avais pas envie de rester là-dessus quoi. Ouais. Je me suis dit bon,
quand même. Mais ça, c'est excellent. Et pour une première, franchement, il est fort. Il est fort. Merci Tibor. Ouais. Ah, c'est toi qui es resté 5 minutes quand même. Hein. Ouais, mais j'ai fait quelques fois avant, c'est pas la première fois. Bon, pour les sponsors, malheureusement, ça me semble un peu compliqué. J'étais parti un petit peu optimiste pour ce voyage. Et ce qui m'a vraiment étonné, c'est que des retours des mecs qui gèrent des marques, ils ont 30 à 50 demandes par jour de sponsorship. Bon, spoiler alerte, au bout de 3 mois, j'ai pas réussi à trouver de sponsor. Et je pense que c'était à cause de ces 3 choses. 1, au départ, je voulais partir sur une approche très naturelle, très pure, qui est le sens de ce voyage, d'aller chercher la liberté, d'aller découvrir des gens, d'autres manières de vivre. Et en fait, j'ai pas gardé ça dans ma présentation aux sponsors, c'est-à-dire que je suis parti sur une approche très bénéfique, voici ce que vous allez gagner, voici ce que machin, sans forcément parler de moi, de mes valeurs, de ce que représentait ce voyage pour moi. Et je pense que ça a été ma plus grosse erreur. Et je me suis laissé influencer par ça parce que j'ai voulu mettre en place beaucoup de systèmes, beaucoup de choses, ce qui n'était pas forcément une mauvaise idée, mais il aurait fallu mettre le bon message derrière. Ça a un peu détruit l'aspect passion que j'ai aussi à côté, pour rendre un truc très rationaliste, des chiffres et voilà, de ce que quelqu'un pourrait gagner avec moi. Et surtout que vu la taille de ma communauté, le meilleur atout que j'avais en fait c'était moi-même et de tomber sur un gars qui aurait kiffé mon histoire, qui aurait kiffé mes valeurs. Et donc à ce moment-là ça aurait pu marcher. Je pense que la deuxième chose c'est que le marché est assez peu éduqué. Et ce que j'entends par là, c'est que la plupart des gens que j'ai appelés n'ont pas du tout cette culture du sponsoring, qui comprennent pas vraiment ce que ça peut leur rapporter, qui n'ont jamais sponsorisé quelqu'un. Donc en fait, il n'y a pas de preuve dans ce milieu-là que ça marche vraiment. Ce dont moi je suis sûr, mais du coup, eux en étaient pas sûrs. Donc quand j'appelais des marques, c'était plus en mode bah écoute, ton projet il est vraiment cool, on va te filer un vélo, parce que les mecs sont des bons gars et qui sont envie d'aider. Mais en fait, ils voyaient pas réellement l'intérêt en fait de pouvoir sponsoriser un voyage sur le fait que ça puisse leur générer concrètement des ventes et faire grossir leur entreprise en même temps que le voyage grossit. Donc il n'y a pas cette culture-là, donc forcément ça rend les choses plus compliquées, plus complexes, et donc il faut avoir des preuves à amener et dire bah voilà, j'ai déjà fait ça avec un tel, voyez ce que ça lui a généré. Et moi forcément j'avais pas ça en plus, donc en 3 c'est une communauté qui est pas assez développée. Forcément pour une marque, quand elle veut travailler avec quelqu'un, elle veut diminuer le facteur risque, ce qui est totalement entendable, et le meilleur moyen de diminuer le facteur risque c'est que le gars en face ait déjà une bonne communauté et des gens qui soient prêts à répondre à l'appel. Et je pense que c'est pour ça en partie aussi que ça a merdé, c'est que j'avais pas grand chose à proposer en face de gars qui contactaient la même marque, qui avait peut-être 50, 100 000 abonnés, et donc ce sera quelque chose à renforcer si je veux pouvoir bosser avec des marques dans la suite du voyage. C'est pas forcément très très simple de gérer toutes les inquiétudes, etc., les choses à gérer pour préparer un voyage de ce type. Moi, ce que je fais tous les matins, je m'astreins à voir en fait tous les bénéfices qu'il peut y avoir à une situation qui, de prime abord, paraît assez négative. Donc là, par exemple, je sens qu'en ce moment j'ai pas mal de stress concernant le fait de potentiellement manquer d'argent. Je suis en train de voir en quoi ça peut être un bénéfice potentiellement de manquer d'argent pour mon voyage. Ça peut être une question bête, mais en fait il y en a beaucoup. Ça peut être par exemple de voyager de manière un peu plus roots, de manière un peu plus rustique, ce que j'apprécie beaucoup. Ça peut être de prendre plus le temps de m'arrêter parfois pour travailler, ce qui peut par exemple donner une super belle rencontre. Quand on s'arrête pour travailler, parce que ça donne quand même une autre expérience d'un pays. L'idée c'est pas de dire tout est bien en fait, l'idée c'est de dire que chaque chose peut avoir un sens par rapport à ce qui est important pour moi. Allez, petite réparation de vélo, parce que mon frein arrière est complètement bloqué, donc il va falloir comprendre ce qui se passe. Donc là la poignée, même si je tire à fond, elle est complètement bloquée, donc là il y a un vrai problème, c'est assez bizarre. On va rappeler Nick, mais là il est un peu à 1500 km quoi. Petit produit magique, WD-40. Bon, visiblement ça va prendre beaucoup plus de temps que prévu, donc je me suis mis à l'intérieur là. Bon, première étape, je vais juste désenclencher le câble pour voir déjà d'où vient le problème. Parce que c'est vraiment la manette qui est pétée, auquel cas ça pourrait être un gros problème. Réponse tout de suite. Ou alors c'est juste que la merde, c'est mis dans le câble.
fait, je pense qu'il y avait tellement de merde qui s'est mis dans le câble que du coup, ça a bloqué le bordel dans la gaine, pardon. Vous savez, le jour où j'ai pris tellement de pluie, il y avait du sable et tout, je pense que du sable s'est mis dans les gaines. Bon bah j'ai pas le choix, il va falloir sortir tout le câble, je pense, parce que là, du coup, sinon, ça marchera jamais. Bloqué ou quoi? C'était le câble qui était complètement encrassé. Donc j'ai juste changé le câble en fait, j'en ai mis un nouveau. Et puis voilà, je l'ai bien regraissé à l'intérieur et puis ça marche. Je pense que ça va marcher parfaitement normalement. Bon c'est cool, ça marche parfaitement. C'est un problème qui va être récurrent à mon avis, c'est en Afrique. Donc faudra régulièrement regraisser le câble. Parce que sinon ça marchera pas bien. Je suis en train de revoir un peu toutes mes affaires. Petit entretien du réchaud. C'est important ça aussi de savoir bien comment ça marche parce que sinon... J'ai décidé de partir malgré le fait que ça va être chaud. Je pense que ça va être chaud. Il va falloir s'adapter, trouver de nouvelles solutions. Mais plus j'y pense et en fait, plus je me dis, est-ce que c'est pas la meilleure des options? Est-ce que c'est vraiment une aventure quand tout est sur les rails et que tout est préparé, quoi? Est-ce que c'est pas encore plus savoureux quand la route décide pour toi et que tout reste à tracer? J'en sais rien, mais en tout cas, c'est ce qui m'attend. Adieu Budapest!